Alors pourquoi je mets en avant la branche professionnelle? Parce que vraiment la philosophie de cette nouvelle contribution, et en particulier donc la contribution des 10C+, euh, c'est bien une contribution qui se veut très simplissime pour l'entreprise, puisque donc vous avez le système qui change, qui bascule. Ça ne change pas tellement pour les moins de 10, ça change beaucoup pour les 10 et plus. En apparence, il y a moins d'obligations sur l'entreprise. On passe de 1,05 à 1%, de 1,6 à 1%. Mais je rappelle que le 1% n'est pas le seul mécanisme de financement. Il y a la dépense directe. Donc le but n'est pas de créer une diminution de dépenses. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une baisse des charges. C'est une nouvelle façon d'appréhender le sujet. Le système est très simple pour l'entreprise. Cette contribution quitte l'entreprise. Point. Pouf. Ça va dans un OPCA. Et cette règle du jeu, elle est redoutable en termes de conséquences. C'est que le 1% ne fonctionnera surtout pas comme le 0,9. Il n'y aura pas de droit de tirage. Le 1%, il est géré paritairement. Il est bien au service de la politique des branches professionnelles. Il est bien au service de cette fameuse gouvernance quadripartite au niveau des territoires. On est sur une stratégie d'outils de branches ou interprofessionnels, parce que la réflexion peut avoir lieu naturellement au niveau d'Opcalia Interpro et d'AGFOS Interpro. C'est de l'argent géré avec des préoccupations particulières. Donc c'est très simple du côté de l'entreprise et ça devient très subtil quand on bascule maintenant dans la gestion par l'OPCA. Mais ça, ce n'est pas le problème de l'entreprise. C'est la question de ce qu'en font les conseils d'administration des OPCA. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Je ne parle pas trop des moins de 10 parce que le système est très simple. Hein. Je parlerai principalement des 10 et plus. On a donc une ventilation de la contribution qui va distinguer les dispositifs. Hein. Donc, quel dispositif? Donc, on retrouve le CIF, on retrouve le plan, on trouve la pro. S'ajoute le compte personnel de formation, s'ajoute le financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Le fonds paritaire de parcours professionnels, le fameux 13% qui s'ajoutait au 1,6, vous voyez, là il est intégré, il est pérennisé, il ne changera pas de taux, c'est dans la loi tout ça. Et ensuite vous avez les seuils des entreprises. Et ces seuils sont très intéressants à observer parce que selon les seuils, vous avez des pourcentages différents. Donc vous avez des sections de collecte complètement nouvelles, avec, vous l'avez repéré certainement, un phénomène intéressant pour les entreprises de 300 salariés et plus, puisque ce 1% ne finance pas le plan. Il n'y a pas de section plan de formation 300 salariés et plus. Donc la GPEC est bien au cœur du sujet. La dépense de formation sera au service de cette GPEC, à l'intérieur de laquelle il y aura positionné le plan de formation. Donc on est bien dans un pilotage avec des objectifs, on n'est pas en train de dépenser un budget de formation, on est bien en train de teindre des objectifs et on est bien sur des leviers nouveaux qui s'imposent et qui sont de la responsabilité de l'entreprise de 300 salariés et plus. Alors en dessous de 300 salariés et plus, bah, là l'OPCA joue son rôle d'opérateur de service hein, au titre du plan de formation, mais vous voyez bien que les montants sont ridicules. On est loin du 0,6. On est loin de ce que collectent jusqu'à présent les OPCA. Donc les OPCA offriront ce qu'ils pourront avec ces enveloppes. Et on voit bien que c'est pour ça que je considère que ce sujet de la contribution unique, c'est un sujet branche professionnelle. Parce que, nous allons le voir, les OPCA pourront gérer des contributions conventionnelles et indéniablement, il faudra de la contribution conventionnelle ou du versement volontaire des entreprises si on veut que l'outil OPCA offre les mêmes services qu'avant. Et ce n'est pas le décret qui va en parler de ça. C'est responsabilité dans le cercle de la négociation collective. Alors, très simple pour l'entreprise, vous avez remarqué la contribution du CIF, c'est l'OPCA qui la récupère, mais qui va la reverser via le fonds paritaire de sécurisation des parcours. Donc ça va quitter l'OPCA pour le fonds paritaire qui le reversera au fonds GESIF, les fonds GESIF ayant perdu la collecte du congé individuel de formation.
Et l'élément aussi important à repérer, c'est les deux dernières lignes, donc le compte personnel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, parce que le compte personnel de formation s'ajoute à la ligne congé individuel de formation. Donc il y a deux lignes au titre de la démarche individuelle. Le congé individuel de formation sort renforcé, puisque les entreprises de 10 à 20 salariés vont cotiser à hauteur de 0,15 au titre du congé individuel de formation. Avant, elles ne cotisaient pas. Il y avait voilà. Donc il y a plus d'argent dans les fonds GESIF. Et en plus, l'OPCA, lui, il va gérer un 0,20 au titre du CPF des entreprises. Donc c'est intéressant en termes de dispositif. Un salarié, par exemple, qui mettra en œuvre son CPF en utilisant un congé individuel de formation, c'est le choix des partenaires sociaux, il s'adressera à son fonds GESIF et à son OPCA. Il y aura donc des liens nouveaux entre les OPCA et les fonds GESIF. Comme il y aura des liens nouveaux, certainement, entre les salariés et les OPCA. Les OPCA connaissent les entreprises, les chefs d'entreprise, les responsables de formation. Peu les salariés. Les salariés, quand ils ont perdu leur emploi et qu'ils veulent leur portabilité. Mais l'individu n'accède pas aux OPCA jusqu'à présent. Là, avec le CPF, dans les scénarios de CPF opposables, scénario VAE, scénario hors temps de travail, l'OPCA change de métier. Il doit gérer le compte personnel de formation des salariés. On sent bien que, du côté des partenaires sociaux comme du législateur, la priorité nationale, la priorité législative, c'est les moins de 300, puisque le plan de formation excite, et les finalités du compte personnel de formation. On change complètement la donne dans le fonctionnement des OPCA. Enfin, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ce n'est pas anodin. C'est lui qui va prendre une partie de ces fonds pour financer le CPF pour les demandeurs d'emploi. Ça y est, c'est quantifié. La contribution versée par les entreprises, il y avait déjà la professionnalisation quelque part qui aidait les salariés, les demandeurs d'emploi, hein, les jeunes. Bon, mais ça, l'alternance existe depuis longtemps. Et là, il y a le fonds paritaire qui alimentera, qui financera le CPF demandeur d'emploi, qui viendra aider les régions, qui viendra aider quelque part les pôles emploi à financer de la formation, qui viendra aider les demandeurs d'emploi à changer d'approche la question de la formation. Le discours qui a été tenu ces derniers temps, c'est il est anormal que les demandeurs d'emploi n'aient pas plus facilement accès à la formation. Hein, donc, comment se fait-il que? Et ensuite, il n'est pas normal que les demandeurs d'emploi qui ont envie de se former n'obtiennent pas satisfaction. Donc, là encore, un système qui sanctuarise un financement à l'initiative des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent se former. Donc on est bien sur un sacré changement de paradigme, qui modifie la position des OPCA, qui va modifier la relation entre l'OPCA et le fonds GESIF, et qui laisse entière la question du volume, du service que les partenaires sociaux qui sont aux commandes de la mise en place de ces OPCA, ce n'est pas la loi qui a imposé les OPCA, hein, c'est les partenaires sociaux qui ont souhaité ces OPCA, eh bien, quelle mission on leur confie? Est-ce qu'on leur donne autant de moyens qu'avant, voire plus de moyens qu'avant? Parce que, voilà. Donc, coller à la loi n'est plus la question. La loi a fixé, dans la loi, il y a un moteur de base qui fonctionne, qui a ses finalités, mais la loi ne traite plus de certains sujets, et en particulier du sujet de la formation dans les entreprises. C'est la branche professionnelle qui doit se prononcer pour savoir si elle laisse entière l'entreprise seule face à sa responsabilité ou si elle considère qu'à son niveau, elle a des initiatives à prendre. Et en particulier en termes de masse financière,
et en termes de volume de services à offrir aux entreprises. Il paraît certain qu'à hauteur du 1%, l'OPCA ne pourra plus offrir le même volume de services. Voilà. Oui, allez-y. Vous n'avez pas parlé du bilan de compétences. Oui. Sur le congé bilan, qu'en est-il du financement du bilan de compétences maintenant? Est-ce que c'est par les fonds GESIF? Et vous parlez du fonds GESIF et non pas des eaux passifs. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus que le fonds GESIF et qu'il n'y a plus d'eau passifs Ouais, très bien. Effectivement, tout ça, c'est moi aussi, il faut que je précise parce que des formules peuvent laisser croire d'autres choses. Alors, sur le bilan de compétences, c'est un peu le grand absent de la loi. La loi n'a pas revisité le bilan de compétences. À l'occasion des dispositions sur le conseil en évolution professionnelle, ça aurait peut-être été intéressant d'en dire deux mots. Bon. Quelque part, les acteurs du bilan de compétences n'ont peut-être pas su faire assez de lobbying pour... et voilà. Bon. En tout cas, le bilan de compétences est toujours dans la loi. C'est-à-dire toujours dans le code du travail. Toujours dans le code du travail. Il n'a pas été supprimé par la loi. Donc tout ce qui fonctionne perdure. Le congé bilan de compétences continue de fonctionner. La liste est produite par les OPACIF des prestataires éligibles au bilan de compétences. Tout ça, ça fonctionne. Et donc, dans la catégorie des opérateurs choisis au niveau régional, pour le conseil en évolution professionnelle, on peut imaginer qu'un prestataire de bilan se positionne. Mais j'attire votre attention quand même sur un petit problème comment on appelle ça, de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que le conseil en évolution professionnelle se situe en amont, comme l'orientation professionnelle. C'est une prestation plus précise d'orientation professionnelle. Hein. Le législateur a souhaité qu'il y ait une prestation pour les personnes sur le marché du travail. Le législateur reconnaît que l'orientation des jeunes n'est pas la même chose que l'orientation des adultes, en clair. Hein. La loi de 2009, habilitation de tous les réseaux, hein, et on confond les deux problèmes. On considère que c'est un problème de visibilité de l'orientation professionnelle. Il faut que tout ça, ça soit visible et que les missions locales fassent partie du réseau de l'orientation professionnelle, que voilà, tout le monde comprenne qu'il participe à l'orientation professionnelle. Alors nous, on dit AIO, mais à Centrinfo, on a été un peu gêné, hein, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre cette réflexion. En collant le I à O, on confond là encore deux activités. Produire de l'information utile, donner accès à de l'information, c'est pas orienté. Vous voyez, donc il y a deux étapes. Fermons la parenthèse, en tout cas, la loi a un petit peu plus isolé la question de l'orientation de la question de l'information, ça c'est une bonne chose. Et concernant l'orientation, donc on est passé de la visibilité des opérateurs à, pour les opérateurs des jeunes et des adultes sur le marché du travail, à l'élaboration d'un cahier des charges pour une prestation. Donc imaginons qu'un prestataire de bilan de compétences demande à figurer dans la liste régionale. Il va être un petit peu gêné aux entournures parce qu'à la fin du conseil en évolution professionnelle, on peut très bien avoir des suggestions de bilan de compétences. Alors naturellement, le conseiller qui fait du bilan de compétences aura peut-être tendance à dire c'est obligatoire, c'est conseillé, voilà. Donc il y a quelques petits problèmes comme un centre de bilan ne peut pas être prestataire de formation, c'est trop facile. Pharmacien, médecin, laboratoire, si je pouvais avoir les trois éléments de la chaîne et me garantir à vie une manne financière, naturellement, ça serait trop beau. Donc voilà, donc je crois qu'il y a un petit problème de ce côté-là. Mais donc, quelle est la place des centres de bilan de compétences dans cette amont du départ en formation? Eh bien, déjà, l'orientation, les positionner un petit peu à côté. Si vous voulez, il y a en formation continue aujourd'hui, donc il y a toujours l'action de formation, il y a la VAE, il y a le bilan de compétences,
Et puis en amont, il y a le conseil en évolution professionnelle. Voilà, c'est ça le schéma. Donc c'est au centre de bilan de faire connaître aux lieux d'orientation et d'information la pertinence de cette prestation de bilan et l'avantage de cette prestation de bilan. C'est sûr que le conseil en évolution professionnelle ne fera pas le même travail qu'un prestataire de bilan de compétences. Voilà. Mais voilà. Alors, il n'est pas complètement stabilisé. C'est un peu difficile d'en parler aujourd'hui, en tout cas. Mais oui, non, mais on est aussi sur la définition d'un projet. Donc, ça ressemble au bilan de compétences. Mais on n'est pas dans les mêmes durées, on n'est pas dans les mêmes, voilà, dans le périmètre de relation quand même. Oui. Bon. Voilà. Oui, alors. Donc, je reviens sur le thème de cette série de diapos. Donc, un troisième moteur, enfin un quatrième, puisque nous avons vu le compte personnel de formation, le conseil d'évolution professionnelle, la dépense directe, et je voudrais terminer sur les contributions et sur les OPCA et sur les fonds GESIF et les OP passifs. Il y avait une question sur les OP passifs, j'y répondrai bien sûr. Donc, s'ajoute potentiellement donc, dans ces différentes sections financières que j'ai évoquées tout à l'heure, donc ce que j'appelle les contributions conventionnelles et les contributions volontaires. Les contributions conventionnelles, la loi ne le dit pas, elle ne s'intéresse pas au sujet, elle dit qu'une seule chose, c'est que les OPCA peuvent gérer des contributions conventionnelles et des contributions volontaires. La contribution conventionnelle, on peut imaginer que ce soit une contribution conventionnelle qui se greffe sur le 1%. Nous avons vu que 1% c'est moins que le 1,6. On a vu que les plus de 300 n'avaient pas de cotisation plan de formation. Donc on pourrait imaginer donc, d'ajouter des choses à l'intérieur de la contribution légale. Et puis deuxième scénario, c'est de dire les OPCA gèrent quelque chose de sui generis. Nous, la branche professionnelle, dans telle branche professionnelle, on considère qu'on a une contribution obligatoire pour faire tel type de choses, avec tel objectif, telle finalité, tel public, voilà, à la main des branches professionnelles, contribution conventionnelle limitée dans le temps, voilà, on peut imaginer plein de paramètres à cette contribution conventionnelle. Sur la contribution volontaire, c'est un gros débat. Il faudrait certainement qu'elle soit cautionnée paritairement. Un OPCA qui tout seul se mettrait à faire de la contribution volontaire, même avec un conseil d'administration, l'OPCA est un instrument de gestion, ce n'est pas un instrument politique. Donc je pense que la contribution volontaire, il vaudrait mieux que les accords de branche donnent le là sur le sujet. Est-ce qu'ils acceptent ou pas que leurs OPCA la mettent en place, à moins que dans cet accord, il soit écrit clairement qu'on laisse à l'OPCA le soin au conseil d'administration de l'OPCA de décider de la mise en place d'une contribution volontaire. Mais en tout cas, il y a un positionnement des partenaires sociaux au niveau de l'accord à prévoir. Enfin, point de vigilance, dans la loi, le législateur est très conscient qu'il fait une sorte de pari. On est à 2,7 de moyenne là. La question, c'est est-ce qu'on sera toujours à 2,7 dans 3 ans, Donc un rapport va être produit par le gouvernement au Parlement pour savoir alors est-ce que tout ce qu'on nous avait dit se passe bien comme prévu, est-ce que les entreprises savent bien faire du vélo et continuent à dépenser au moins à hauteur, avec disparition de la 24-83, avec disparition de la remontée des informations. On a une remontée d'informations, mais dans le texte de loi, on ne dit pas qu'il y a une remontée des dépenses. Il y a une remontée sur les modalités d'accès à la formation des salariés. Donc, a priori, ce n'est pas de l'argent qui est compté. C'est plutôt est-ce que les salariés sont bien partis en formation, combien sont partis en formation, combien d'hommes, de femmes, pour quelle durée de formation. Enfin, on est sur les statistiques, on n'est pas sur de la dépense. Voilà, donc mesure de cette dépense, mais tout ça pour dire que oui, on est allé dans un sens, on va dans un sens, mais le législateur sera, les partenaires sociaux de toute façon ils ne sont pas d'accord entre eux, donc
ils s'attendent sur le sujet. Hein, ils s'attendent sur le sujet. Voilà, donc un sujet toujours sous observation dans la loi. Oui. Je m'engouffre. Je profite de ce silence pour répondre à la question. Effectivement, les OPCA au passif, hein, donc l'AFDAS ou Uniformation, hein, qui gèrent directement leur contribution CIF, ça ne va pas remonter au fonds paritaire pour redescendre. Voyez, donc là, c'est pour ça que c'est bien FONGECIF. C'est bien FONGECIF. Mais au niveau des agréments des collecteurs, ça n'a pas changé. Voilà, donc il y a toujours des OPCA qui collectent la contribution CIF à côté. Voilà. Par rapport au message qu'on a entendu sur ces sujets-là, ce qu'on a lu, moi j'aurais pu le dire en préambule, c'était aussi un bon moment pour faire cette opération de communication, parce que ce qui nous a frappé à Centrafo, c'est qu'il y avait beaucoup de bêtises qui circulaient, hein, beaucoup d'informations ambiguës qui circulaient. Donc je suis un peu surpris que personne me dise mais attendez, je ne comprends pas, pourtant telle revue a écrit que voilà, il y a eu des raccourcis. J'ai l'impression que vous me croyez sur parole, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Vous faites confiance à l'étranger, c'est bien.